Alors, nous changeons un peu de régime. Et je laisse la place à Leslie Bisset, qui est océanologue. Tu pourras expliquer ce que c'est océanologue par rapport à océanographe. Et qui a un voilier océanographique et qui fait toutes sortes de travaux sur les canyons de Méditerranée, des photos, des enregistrements. Enfin, elle fait plein de trucs passionnants. Je vous la confie. Merci Hugo. Merci Leslie. Alors, ça va être un peu chaud, il va falloir que je rebondisse après cette intervention. Mais ce qui est génial, en tout cas, merci à tous pour vos interventions. Et je trouve que ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment des profils divers et variés, mais qu'on est tous complémentaires. Et surtout qu'on a tous la même conviction qui est qu'aujourd'hui, il faut agir pour les océans et qu'on peut tous apporter à notre échelle notre propre petite goutte d'eau. Donc, effectivement, je suis océanologue, comme le disait Hugo, c'est-à-dire que je travaille sur la gestion des écosystèmes marins. Et j'ai créé en 2017 une association qui s'appelle Oui Océan. Donc l'idée ce soir, c'est pas de vous parler, je vais prendre ma casquette de scientifique et je vais la poser. Je vais vraiment vous parler avec le cœur. J'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle des cimes aux abysses, pour vous parler de la connectivité de la montagne à la mer par le prisme du plancton. J'ai l'impression que c'est pas en plein écran. Merci. Alors peut-être là-haut. Ok, ça marche. Merci. Donc Oui Océan, comme je vous l'ai dit, on est donc une équipe pluridisciplinaire, mais principalement des scientifiques, photographes et naturalistes qui sont tous animés par la passion du vivant et animés par une conviction qui est que l'émerveillement est la première porte vers l'engagement. Donc on mène des projets à la fois de suivi du milieu marin et de sensibilisation au grand public avec l'envie vraiment de participer à une meilleure compréhension du milieu marin pour amener à une meilleure protection. Donc, dans les dernières années, on a mené de nombreux projets de suivi des écosystèmes, principalement en Méditerranée, et également réalisé des projets audiovisuels pour transmettre au grand public. Donc, on a sorti 2 films documentaires, un sur l'acoustique marine et un sur des personnes qui étaient engagées sur la protection, notamment des espèces pélagiques de Méditerranée. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de ce projet des cimes aux abysses. L'idée, c'est vraiment de parler de cette connectivité. On parle souvent du cycle de l'eau, mais on parle très peu du cycle du plancton et de l'omniprésence du plancton. Et donc, c'est vraiment l'objectif de cette présentation. Et ce projet est né d'une double passion, une passion pour le milieu de la montagne et une passion pour le milieu de la mer. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation, je vais vous demander de tous fermer les yeux et de faire appel à votre imaginaire. Quand je mentionne le mot plancton, qu'est-ce qui vient réveiller chez vous? Qu'est-ce qui vient évoquer? Est-ce que c'est une espèce végétale? Est-ce que c'est une espèce animale? Est-ce que c'est le grand bleu? Est-ce que c'est le grand noir? Et en même temps que vous pensez au plancton, je vais vous demander de prendre 3 grandes et profondes inspirations. Quand vous avez fini, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Et j'aimerais que vous puissiez, en pleine conscience, réaliser que parmi ces 3 respirations, il y en a 2 que vous devez au plancton. Non pas aux forêts, mais au plancton. Alors quand je dis au plancton, c'est assez vague, c'est au plancton végétal, c'est-à-dire le plancton qui va capter le CO2 et produire de l'oxygène. Et ensuite, vous avez donc ce phytoplancton qui est à la base du réseau trophique des océans qui va être consommé par le zooplancton. Ici, vous avez une des photos que j'ai réalisées au large de la Méditerranée. C'est une colonie de salpes, ce sont des animaux gélatineux. Et donc ensemble, le phytoplancton et le zooplancton constituent 95% de la biomasse des océans. Donc c'est une des premières raisons pourquoi il est absolument vital aujourd'hui de protéger le plancton. C'est par ailleurs un héros qui est complètement méconnu. Le zooplancton réalise la plus grande migration animale de la planète, et ça, toutes les nuits. Et on en entend très peu parler. C'est la migration qu'on appelle nyctémérale.
C'est une migration qui a lieu avec la variation entre le jour et la nuit. Vous avez les espèces animales qui vont migrer dans les profondeurs la journée pour pas subir de la prédation et qui vont remonter des abysses la nuit pour aller se nourrir en surface. J'aime bien utiliser cette image de copépode pour parler justement de la fragilité du plancton. Cette photo, je l'ai réalisée, alors pour vous donner un peu une ordre d'échelle, le copépode que vous voyez au milieu fait moins de 1 cm, et donc la particule de microplastique également. Donc là, j'étais en pleine eau de nuit au large, et quand j'ai vu cette particule blanche, on était en train de filmer un autre animal. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Et j'ai découvert qu'il y avait un copépode sur une particule de microplastique après, sur mon ordinateur. Et c'est pour vous montrer à quel point le phytoplancton et le zooplancton sont à la base des réseaux trophiques des océans. Et donc là, on voit que les premiers animaux qui vont vont pouvoir se nourrir de microplastiques. Ça va entraîner plein de problèmes. Là, je n'entrerai pas dans les détails scientifiques, mais cette base de la chaîne alimentaire se nourrit de plastique. Et finalement, nous, on est le dernier consommateur, donc on se nourrit aussi aujourd'hui principalement du plastique. Et ce plastique, parce qu'il est ingéré par certaines espèces qui ne vont plus pouvoir migrer dans les profondeurs, en partie, par exemple, ça va entraîner une variation de flottabilité, sont sujettes à une grande fragilité de par la pollution des océans, le microplastique, mais aussi la qualité des eaux. Et les copépodes ont été, c'est une petite anecdote, mais révélée par le dessin animé Bob l'éponge. C'est le petit personnage que vous avez ici, Sheldon, pour ceux qui connaissent bien le dessin animé. Mais quel rapport avec les montagnes? Parce que c'est vrai que ce projet s'appelle Des cimes aux abysses. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savaient qu'il y avait du plancton en eau douce? Est-ce qu'il y en a aussi parmi vous qui savaient qu'il y avait du plancton sur la glace des glaciers et dans la neige en montagne? Est-ce qu'il y en avait parmi vous qui savaient qu'il y avait du plancton dans les nuages? Voilà. Donc en fait, le plancton est présent partout autour de nous dans la moindre goutte d'eau. Et dans une goutte d'eau, vous avez un monde incroyable et une vie absolument exceptionnelle qui se cache et dont on entend très peu parler. Donc le projet des cimes aux abysses, l'objectif premier, c'est de révéler cette omniprésence du plancton et cette biodiversité assez exceptionnelle. Je vous ai mis une photo pour vous illustrer ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle le sang des glaciers. Donc chaque année au printemps, en mer mais aussi en montagne, vous avez une augmentation de la durée du jour, donc une augmentation du temps de lumière qui va entraîner des blooms phytoplanctoniques, donc du plancton végétal. En mer, c'est principalement des algues vertes et des algues brunes. Et après, il y a tout le reste de la chaîne alimentaire. Donc c'est la prolifération vraiment dans la mer et dans les océans qui va suivre et qui va venir se nourrir les baleines, mais tout le reste de la chaîne trophique. Et en montagne, vous avez ces efflorescences qui donnent une couleur rouge aux montagnes et on appelle cela le sang des glaciers. Une fois que cette neige va fondre, donc cette masse végétale va se retrouver à ruisseler dans l'eau et va continuer tout le long du bassin versant. Et au fur et à mesure où il va descendre le bassin versant, l'eau va être enrichie en nutriments, donc en nourriture. Donc plus on va descendre dans le bassin versant, plus on va avoir une augmentation des espèces de phytoplancton et de zooplancton qui vont être enrichis notamment par l'humus, donc les feuilles qui vont tomber des arbres et qui vont venir enrichir la terre, et la terre qui va aller nourrir l'eau. Donc on dit souvent que la terre nourrit la mer. Alors par contre, un point important, c'est que les espèces qu'on va retrouver en eau douce ne sont pas les espèces que l'on retrouve en eau de mer. Il y a certaines petites espèces qu'on peut retrouver qui peuvent vivre à l'entre-deux, mais il y a très peu d'espèces. Donc le projet des cimes aux abysses a vu le jour en 2019. On a mené une première campagne de sensibilisation il y a 3 ans, où on est parti du glacier Blanc dans le massif des Écrins, et on a descendu donc à pied, en kayak et à vélo, tout le bassin versant de la Durance, pour parler justement du plancton. Donc on faisait des prélèvements pas à vocation scientifique, mais vraiment à vocation de sensibilisation. Donc on a des microscopes portatifs qu'on met dans les pochettes du vélo et qu'on emmène avec nous en itinérance. Et on est en train de développer une maquette. Alors vous voyez les premiers... le premier un peu schéma de la maquette, mais c'est ce qu'on appelle une maquette topographique avec l'idée de l'emmener avec nous en itinérance pour pouvoir parler justement de cette omniprésence du plancton et de parler en échange avec des scientifiques des différentes espèces qu'on va retrouver en fonction de l'endroit où on se trouve dans le bassin versant. Donc, lors de cette première campagne, sur la partie vélo, on a scindé les kilomètres en 2. Sur la première étape, on a créé une itinérance artistique à vélo. Donc, on avait 3 personnes parmi nous que vous voyez en haut. Donc, il y avait une personne qui était photographe et qui photographiait l'évolution du bassin versant de la Durance. Il y avait une autre personne qui travaillait sur un podcast sur l'eau.
et une autre personne qui réalisait une pièce de théâtre et de la musique autour du plancton. Donc l'idée, c'est vraiment d'appréhender le plancton un peu par tous les aspects pour toucher un maximum de public. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, je suis océanologue, donc ma spécialité, c'est plutôt le côté marin. Donc on s'entoure de scientifiques côté terrestre pour justement révéler la présence du plancton. Mais côté marin, on a une spécialité dans Oui Océan. Et c'est ce qui m'a en grande partie poussé à créer l'association. On réalise des photographies en ce qu'on appelle, c'est une technique le blackwater. Donc l'idée, c'est d'aller au large des canyons sous-marins. On est basé en Méditerranée, donc pour l'instant de Méditerranée. Et d'aller photographier cette migration nictémérale du plancton. C'est-à-dire qu'on va prendre notre voilier, on va regarder donc, les cartes marines, on va aller chercher des fonds entre 1500 et 2000 mètres, et avec une météo très calme, c'est-à-dire très peu de vent et très peu de houle. On va aller au large et au moment du coucher du soleil, on va aller s'immerger dans l'eau pour photographier ce qui remonte des abysses. Donc généralement, on a des couchers de soleil assez exceptionnels et des instants de connexion avec le milieu marin et les rencontres animales qui sont incroyables. Et on prépare donc ensuite tout l'équipement de plongée sous-marine et photographique. Donc vous imaginez qu'on va se mettre à l'eau dans le grand vide en fait, puisqu'on n'a aucun point de repère. Et nos plongées sont dépendantes de la Lune, parce que quand on a une pleine Lune, on va avoir une luminosité beaucoup plus importante que quand on a une nouvelle Lune. Donc la migration nictémérale va être moins importante. Donc nous, dans l'idéal, parce qu'on compense quand même beaucoup avec la météo, on va essayer de plonger dans les périodes de nouvelle Lune. Donc après, on prépare notre matériel photographique, on immerge un phare sous-marin qui va être notre point de repère, parce que souvent on a des courants de surface qui sont différents du courant de fond. Et on va s'immerger pour aller photographier ce qui remonte. Il faut une bonne sécurité surface. Pourquoi ? Parce qu'en Méditerranée, on a quand même une circulation maritime très dense et on ne peut pas se permettre d'être à 20 mètres de fond et avoir un bateau en route de collision, notamment les ferries, parce que c'est quand même un peu saturé en termes de ferries sur les zones où on plonge. Donc il faut vraiment faire confiance à la personne qui est en surface. Généralement, on est 3 personnes, on s'immerge, donc on est dans le noir total avec cette lumière qui est notre point de repère. Et il arrive qu'on ait vraiment des courants en surface différents du courant de fond. Donc ça, il faut vraiment qu'on fasse attention parce qu'il ne faut pas perdre le bateau de vue. Sinon, on a des petites balises GPS sur nos stables de plongée pour, si jamais on remonte et qu'on est à la dérive en pleine nuit, que les gens puissent nous retrouver. Enfin, la sécurité surface. Et ensuite, on attend. Et là, donc, faut être bien conditionné parce qu'on attend toute forme de rencontre animale, de la plus petite à la plus grande. On ne sait pas ce qui va remonter. Mais on rentre vraiment dans une autre dimension. C'est donc une des photos, là je vais vous présenter quelques espèces qu'on a été amené de rencontrer. Donc ce n'est pas de la bioluminescence que vous voyez, c'est un calamar qui faisait à peu près 10 cm et c'est les chromatophores. Donc c'est des petites cellules qui lui permettent de changer de couleur très rapidement pour soit se camoufler dans son environnement, soit faire peur. Et en fait ici, donc, il y avait vraiment un panel de couleurs assez exceptionnel. Ici vous avez un petit supion de 1 cm. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais donc on est dans le noir complet, on a des animaux qui nous arrivent dessus, on a un phare de plongée et les animaux font parfois moins de 1 cm, voire 1 cm, et bougent dans tous les sens. Donc on dit qu'il ne faut pas faire du yo-yo en plongée, mais pour faire du blackwater, on fait beaucoup de yo-yo. Une larve de crabe qui faisait à peu près 0,5 cm. Un autre calamar avec un panel de couleurs absolument exceptionnel. Alors je tiens à préciser, je ne retouche pas mes photos, c'est les couleurs complètement naturelles. Voilà. Et souvent, on est tellement dans l'euphorie de trouver l'animal, essayer de le suivre, prendre la photo, qu'on découvre des photos exceptionnelles aussi en post-plongée, et ça c'est vraiment le Graal. Un autre poulpe qui faisait à peu près 5 cm, et en ce moment, alors c'est compliqué parce que c'est l'animal qui le veut ou pas, on essaye de sortir une série de photos avec un référentiel humain derrière pour vous donner un ordre d'échelle. Donc là, c'est mon collègue Rémi, donc qui est plus loin que le poulpe, pardon. Et il était en pleine eau, et puis après il est venu se poser sur ma stable, puis après il est allé voir Rémi, et puis voilà, il a passé un sacré bout de temps avec nous, et c'était une rencontre assez incroyable. Là, vous avez une larve de pajot commun, qui fait à peu près 1,5 cm. Alors précisément, c'est une post-larve de poisson. Dans le plancton animal, vous avez le plancton qui est permanent, c'est-à-dire le plancton qui va rester plancton toute sa vie, et après il y a le plancton temporaire.
C'est-à-dire que vous avez des animaux qui, dans une partie de leur cycle de vie, vont être à l'état de plancton, et puis après, quand ils vont pouvoir se mouvoir et avoir une pigmentation, ils vont sortir de ce qu'on appelle le plancton. Ça va devenir, par exemple, des poissons. Donc là, c'était une larve de pajot commun en pleine eau, en plein milieu de la Méditerranée. Je crois qu'on était du côté des canyons de Banyuls-sur-Mer, de la Casse-du-Thiers. Ici, vous avez une larve de grondin volant, donc d'à peu près 2 cm. Le grondin volant, c'est un poisson qui est benthique, c'est-à-dire un poisson qui est plutôt sur le fond. Et en plein milieu de la Méditerranée, on peut croiser une larve de grondin. Donc en fait, les larves de poissons, les poissons sont à l'état larvaire, donc ils dérivent avec le courant. Et ensuite, ils deviennent post-larves, donc ils vont pouvoir se mouvoir. Et souvent, ils sont attirés à la côte, au trait de côte, de par le bruit et les différences de salinité. Mais ça nous est arrivé de croiser aussi des rougets, un banc de rougets complet à la dérive, mais vraiment au milieu entre la Corse et le continent, enfin entre la Corse et Marseille. Ici, une larve de blénisphinx, donc qui commence à avoir sa pigmentation. Pareil, c'est un animal qui est plutôt benthique. Et puis des fois, c'est une bonne anecdote, celle-ci, c'est qu'en fait, on était donc très concentré sur le petit. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la colonne d'eau? Et à un moment, je vois des gros yeux. Et donc là, on arrive à se parler quand même au travers des détendeurs. Bon, ça ne ressemble pas à grand-chose, c'est un Et donc je fais un à mon collègue Rémi qui était derrière et qui me fait Et en fait, on s'est tous, j'avais une autre collègue avec moi et on s'est tous mis bloc contre bloc. Et on a vu ses yeux arriver sur nous. On s'est dit tiens, c'est quoi? Et en fait, c'était un magnifique poisson-lune qui faisait un peu plus d'1 mètre et qui est venu au contact. Mais alors, au contact, il venait toucher l'appareil photo. Moi, je le repoussais gentiment avec le dôme parce que c'est quand même impressionnant. Puis ça a une belle dent. Donc voilà, des fois, on a des rencontres qui ne sont pas du tout de l'ordre du minuscule, mais plutôt de l'ordre du grand. On a déjà eu des dauphins qui sont venus nous voir, mais impossible de les voir. Par contre, ils étaient autour de nous, on les entendait siffler partout, mais ils ne sont pas venus jusqu'à ce qu'on puisse les voir dans le rayon de lumière de nos phares. Ici, vous avez une larve de mollusque, donc c'est un ptéropode ailé qui utilise ses ailes que vous voyez de chaque côté, qui nage un peu comme un hélicoptère en remontant. Donc pareil, particulier à prendre en photo, c'est pas statique. Et ici, vous avez un Colossum inerme. Donc en fait, c'est des milliers de petits individus qui vivent dans une cosse gélatineuse et qui ont en plus des petites algues pour faire de la photosynthèse. Donc ils vivent en symbiose. Et vous avez la fameuse méduse pélagique. Donc ça, c'est bien de la prendre dans un certain angle parce qu'elle n'est pas très grande, celle-ci. Elle fait 10 cm le corps, mais elle peut avoir des filaments qui font plusieurs mètres de long. Et la piqûre, c'est la seule piqûre qu'on redoute quand même en Méditerranée parmi les méduses. Elle brûle vraiment et on garde la cicatrice quelques mois. Mais c'est une méduse qui est magnifique et qui arrive sur nos côtes dès qu'on a des gros vents du large qui sont ramenés et qui viennent s'échouer massivement sur nos plages. Donc généralement, nos plongées durent 2-3 heures parce qu'on plonge entre 0 et 20 mètres. On n'est pas des plongeurs profonds, en tout cas pas sur ces plongées-là. On se cantonne maximum à 20 mètres parce qu'on est vraiment dans le grand bleu, donc après ça peut devenir compliqué. Ça nous est arrivé accidentellement de suivre un petit poisson jusqu'à 40, mais on essaye de... Voilà, c'est quand l'animal est vraiment exceptionnel qu'on va le suivre jusqu'à 40, on essaye de ne pas faire trop profond. Et une fois qu'on sort, il est 2-3 heures du matin, et ensuite on a le lever de soleil. Et généralement, on est dans une mer magnifiquement calme. Et ça nous permet d'avoir des éclairages et des rencontres animales exceptionnelles. Et j'aime bien mentionner cet instant qui était assez incroyable. C'est qu'on avait fait une nuit au large donc, du canyon de la Casse-du-Thiers, qui est entre Banyuls, Perpignan et les Baléares. Et en 2 heures de temps, on a vu 10 cachalots, pareil, 10 rorquals communs, diables de mer, donc qui sont des raimentas, des dauphins blancs-bleus, thons, espadons. Et en fait, on était là et il y avait une des bénévoles de l'association, c'est la première fois qu'elle embarquait avec nous. Et elle m'a dit, mais c'est comme ça à chaque fois que vous sortez en mer? Je lui ai dit non. Mais voilà, c'était juste pour dire qu'en Méditerranée, contrairement à d'autres zones, par exemple dans les tropiques, on peut avoir des rencontres animales beaucoup plus simplement. Les rencontres animales en Méditerranée sont très discrètes, mais elles sont vraiment exceptionnelles et on a une biodiversité qui est incroyable et qui mérite vraiment d'être protégée. Et pour finir, j'aimerais vous parler de Pierre Molot, qui est une personne que je trouve très inspirante. Je l'appelle le grand-père du plancton. Donc pour les gens parmi vous qui ne connaissent pas grand-chose au plancton, je vous conseille grandement de lire ses ouvrages, parce qu'ils sont très accessibles. Et l'objectif est que des Cimosavis se fassent à terme l'objet d'un film documentaire et d'un livre.
Et on a déjà commencé à tourner certaines séquences avec Pierre Molot, notamment qui est basé en Bretagne à Concarneau. Et j'aimerais conclure par 2 points. Donc cette photo qui parle un peu d'elle-même, j'ai la chance, l'immense chance d'avoir le métier que j'ai choisi et qui me permet de faire des rencontres animales incroyables et qui font que je pense que j'arriverai jamais à changer de métier. J'ai eu l'immense chance aussi il y a 3 ans d'être maman et d'avoir pu emmener mon fils un maximum sur... j'ai fait le choix de monter ma structure, d'avoir mon propre voilier et de monter mes propres expéditions et de pouvoir l'emmener un maximum pour qu'il puisse être connecté à ce monde qui est vivant. Et en fait, donc là, on était en Polynésie sur un projet. Et on a eu l'immense chance de rencontrer un baleineau et sa maman. Le baleineau est venu jouer avec nous pendant un long moment. Et en fait, ce baleineau, même si dans les premières années de sa vie, il se nourrit du lait de sa mère, il va à terme se nourrir de plancton. Donc, ce que je souhaite pour le futur, c'est que vraiment, en protégeant le plancton, déjà, on va permettre à toute forme de vie sur Terre de pouvoir continuer à respirer, mais on va aussi permettre aux générations futures d'avoir un océan qui est vivant. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les disciplines qui ont été présentées, on travaille tous dans cette direction. On est tous complémentaires et c'est ça qui est incroyable. Et moi, je suis persuadée qu'en touchant les gens par le cœur, et je pense que c'est mon rôle en ayant créé Oui Océan, en partageant ma passion et en partageant des photos de ce milieu, de ce monde de l'invisible, on va pouvoir participer à sa protection. Et je vous souhaite à tous, quel que soit le projet que vous ayez, de vous engager. Et j'ai trouvé que ces quelques mots étaient bien pour conclure ma présentation. C'est que tant que vous n'êtes pas engagé, persiste l'hésitation, la possibilité de se retirer et toujours aussi, dès qu'il s'agit d'initiative ou de création, une certaine inefficacité. Il y a une vérité élémentaire dont l'ignorance a déjà miné nombre de grandes idées et de plans merveilleux. C'est que dès l'instant où vous vous engagez, la providence intervient elle aussi. Toute une série d'événements jaillissent de la décision, comme pour l'appuyer par toutes sortes d'incidents imprévus, de rencontres et de secours matériels dont vous n'auriez jamais rêvé qu'ils puissent survenir. Quoi que vous puissiez faire, quoi que vous puissiez rêver de faire, entreprenez-le. L'audace donne du génie, de la puissance et de la magie. Alors commencez maintenant.